Alors du coup, pour ceux qui sont arrivés déjà, donc on se met un petit peu en place comme d'habitude, hein, ça va durer quelques, secondes. Pour ceux qui connaissent pas le concept de la diligence et qui arrivent, là-dessus, le concept, c'est tout simplement qu'on passe, 1 heure avec, quelqu'un qui nous explique son métier et qui nous fait un petit tour en fait, d'horizon de ce que c'est que de travailler dans tel ou tel domaine. Aujourd'hui, c'est Morgane Young qui nous fait une petite, je vais appeler ça masterclass, mais démonstration masterclass de ce que c'est que son métier de concept artiste, qui est pour le coup vraiment fascinant. Donc je suis contente parce que c'est Morgane qui va clôturer la saison 1 de la diligence, puisqu'après on va faire une petite pause pendant quelques semaines, hein, je vous le dis, parce que pour l'instant je ne pense pas reprendre avant quelques semaines. Donc voilà, donc on va passer 1 heure avec Morgane. La première demi-heure, même un peu plus, Morgane va nous montrer son travail, donc à grand renfort de dessin et de vidéo. Il n'y a pas qu'à qui vient d'arriver, Morgane, si ça te rassure. Et du coup, en deuxième partie, vous pouvez donc poser vos questions à Morgane sur le chat. Et en deuxième partie, Morgane pourra y répondre pendant une demi-heure ou voire un peu plus. Voilà. Donc écoute, Morgane, si toi, tu es en place, si toi, tu es Je suis parti, opérationnel. et ben c'est génial. Et ben je te laisse alors. Je te laisse tout seul ou presque. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, bah, bonjour tout le monde. C'est cool de me rejoindre pour passer 1 heure avec moi. Euh, je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Morgan Lyon. Je suis concept artiste dans l'industrie du jeu vidéo depuis 15 ans. Je fais le calcul tout à l'heure, hein, c'est déjà. Euh, donc voilà, moi je vais essayer de vous parler pendant une petite demi-heure de ce que c'est que ce métier de concept art. Il y aura peut-être beaucoup d'anglicisme en fait dans cette présentation, mais je vais essayer des mots français. Mais voilà, ce métier que j'ai découvert il y a 15 ans quand même, juste avant mes études. Non, à la fin de mes études. Et voilà, c'est quelque chose que je fais donc depuis 15 ans. C'est un métier qui est évidemment artistique. Je vous expliquerai euh, comment, comment tout ça est venu chez moi, comment tout ça est apparu depuis la petite enfance. Euh, et puis voilà, ça sera un exposé qui sera évidemment très visuel, parce que j'ai des images à montrer. J'espère qu'il n'y en aura pas trop et que ça ne va pas vous submerger. Mais voilà, j'ai naturellement d'images et donc il y aura pas mal de choses à montrer, quelques petites vidéos aussi. Donc voilà, donc le concept art, qu'est-ce que c'est? C'est un anglicisme de tout simplement dire un métier d'illustrateur. Euh, donc je suis illustrateur. C'est un métier qui existe majoritairement, on va dire, dans l'industrie du jeu vidéo et du cinéma. Euh, on en trouve aussi dans le secteur de l'animation et aussi je dirais, dans la publicité aussi. La publicité, c'est un peu un autre métier, c'est un autre nom qu'on appelle plutôt Rothman. C'est une activité que j'ai exercée aussi. On en parlerai très brièvement. Mais voilà, ça s'appelle plus Rothman dans la publicité. Et sinon, c'est concept artiste dans le secteur du cinéma, du jeu vidéo, de l'animation. Donc, illustrateur dans le jeu vidéo, c'est vraiment un super métier parce que on arrive dans une phase, on peut travailler dans plusieurs phases au sein d'une production d'un jeu vidéo. Et généralement, on arrive assez tôt dans la phase de production d'un jeu. Et donc, on est vraiment au tout début de la préparation du projet, dans la genèse, vraiment au sein de la genèse du projet. Et on a, notre but est de mettre sur papier, donc en image 2D, les idées du directeur artistique et plus majoritairement, plus grossièrement du créatif directeur créatif du projet. Donc c'est un métier super parce que c'est nous, en gros, qui, qui mettons en image ce que pourra représenter le jeu au final à l'écran. Et du coup, c'est généralement des choses qui sont présentées sur les murs d'un studio. Et c'est toujours hyper impressionnant de voir tous ces dessins dans un studio de jeu. Et ça donne vraiment à toutes les personnes sur un open space de jeux vidéo de se projeter sur ce que pourra être le jeu. Donc on a vraiment cette mission de donner envie aux gens qui développent le jeu, de, de donner envie de qu'est-ce que ça sera dans le jeu, à quoi ça ressemblera. C'est un métier où on travaille
on travaille étroitement avec le directeur artistique. Donc le directeur artistique, lui, il est garant de tout le style, le ton du jeu, et notamment, bien évidemment, garant de la qualité visuelle du jeu. En fait, c'est vraiment en étroite liaison avec lui qu'on va travailler. Et on va essayer, comme je vous l'ai dit, de mettre en image toutes les idées. On va bien sûr injecter nos idées, mais voilà, principalement, on va faire du visuel. Il arrive donc qu'on agisse dans plusieurs parties. Dans la production d'un jeu vidéo, c'est plutôt, on arrive assez tôt dans la production du jeu vidéo, comme je l'ai dit, ça s'appelle la pré-prod. Donc c'est une phase de recherche. Ça, c'est une phase qui est hyper intéressante parce qu'on est assez libre d'explorer plein d'univers, plein de thèmes. C'est assez global. Petit à petit, on focus un petit peu plus sur ce que sera vraiment le jeu, et après, on va passer dans une phase qui est plus une phase de production, qui là pour moi est un petit peu moins intéressante en termes de concept art, parce qu'il s'agit de faire des images, de montrer les environnements qui sont dans le jeu, mais des images un petit peu plus techniques, pour montrer les choses un petit peu en détail. Donc voilà, moi je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce qu'on appelle des phases de pré-prod dans tout ce qui regroupe la production, pour la liberté, parce qu'on nous laisse beaucoup de liberté à ce moment-là, et ça c'est vachement. Avant de continuer, peut-être que je vais plutôt maintenant parler, faire la chronologie des événements, comment se sont passés les événements pour moi. Et un petit rewind, en vous présentant cette image que vous avez peut-être vue sur la présentation. Alors, les années ont passé depuis, mais voilà, je vais vous expliquer un peu comment je suis tombé dans le concept art et d'où ça est venu, d'où cette sensibilité artistique est venue chez moi. Et naturellement, je commence par mon petit jeune âge où on me voit dessiner. Et voilà, c'était vraiment une passion chez moi, le dessin. C'est quelque chose que je faisais tout le temps. J'ai souvenir de passer des heures et des heures dans ma chambre à dessiner toutes sortes de trucs. Ma grande passion, c'était de recopier des dessins de Frazetta. C'était aussi de me mettre devant la télé et de regarder Dragon Ball Z et d'essayer de refaire, de mettre pause sur la cassette vidéo et de redessiner plan par plan de Dragon Ball Z. C'est des petits trucs de gamin, mais ça m'a tellement marqué que c'est marrant. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille d'artistes, je pense. Je pense que c'est sûr. Commençant par mon grand-père qui était un illustrateur, un peintre à Lille. Donc j'ai des souvenirs de gosse, passer du temps avec lui dans son atelier avec cette petite odeur de térébenthine qui m'en restera. Donc ça, c'est vraiment un bon souvenir. Ma mère était architecte. Euh, donc elle a été architecte et elle a fait beaucoup de sculptures aussi. Il y a un background artistique là-dedans. Bien évidemment, ma sœur aussi, qui est une danseuse, qui est toujours une danseuse d'ailleurs, et une danseuse de formation classique, qui a fait plein de choses, donc un domaine artistique aussi. Et puis mon papa qui est un peu l'ovni, qui lui est un ingénieur rien à voir, et qui finalement, au fur et à mesure des années, a réussi à développer, à ma grande surprise, des qualités artistiques de musique, de théâtre, de chant. En fait, au final, j'ai l'impression que j'ai grandi dans une famille artistique. Donc Morgane, je pense que Oui, oui, tu m'entends? Est-ce que, oui, je sais pas si, oui. parce que là, on aimerait bien voir ta bouille justement et on la voit pas. Je sais pas si t'as pas oublié de partager ton écran. Ah ouais. Bah oui, tu étais tellement, je n'osais pas t'interrompre parce que c'était le passage émouvant. Ah oui, j'ai oublié, d'accord. T'en fais pas, Ok. c'est pas grave. Alors attends, Au début, est-ce que je vais. Alors, attends. t'en fais pas. Eh oui, j'ai carrément oublié. C'était tellement dans ton, je Est-ce me que suis c'est Est-ce que C'est c'est tout bon. bon? Ouais, ouais, c'est tout bon. Ok, je reprends. Bon, voilà, mais de toute façon, je vais aller vite là-dessus. Donc voilà, c'était moi il y a quelques années de ça, beaucoup d'années d'ailleurs. Euh, donc passionné de dessin depuis que je suis petit. Ensuite, pour la chronologie, donc, c'est à l'époque, j'avais le bac, tout ça. Et mes parents m'ont fait confiance parce ils ont vu que j'avais une qualité pour le dessin. Et, euh, et on a essayé de chercher des écoles en France qui pouvaient m'aider à me former un peu plus dans le dessin et à prendre cette voie. Euh, et donc est arrivé le moment où j'ai rejoint l'école Émile Cole. Alors, moi, je pense que vous voyez mon école. L'école Émile Cole, ça ressemblait à ça à l'époque, parce qu'ils ont changé de bâtiment actuellement, mais ça ressemblait à
ça, donc là, c'est un très très grand souvenir d'une formation super. Émile Cole avait pour but quand on est arrivé dans cette école, on arrivait avec beaucoup de mauvais types de dessinateurs, ce qui est normal puisque on apprend par nous-mêmes quand on est petit, on copie des dessins et tout. Donc on a beaucoup de mauvais types et la grande qualité de cette école, c'est de nous apprendre à désapprendre le dessin. Donc on passe toutes les premières années à remettre un peu à zéro tout ça et à refocuser sur les bases académiques du dessin. Donc voilà, dans des salles comme ça, on passait 8 heures par jour, généralement, à essayer de traiter un sujet comme celui qui est sur l'écran, refusant, aquarelle, acrylique, tous les médiums que vous connaissez. Donc c'était super pour apprendre. En fait, la grande qualité de cette école, c'est que ça nous apprenait à construire notre œil. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Ça nous apprend à regarder les choses, à observer. Le dessin, c'est avant tout en grande partie l'observation. Et c'est 4 années d'apprentissage de l'œil. Et donc c'était super. Super. Là, c'est une photo d'une salle de sculpture. Salle de sculpture qui m'a vachement marqué. D'ailleurs, je remercierai jamais assez deux professeurs notamment qui m'ont vraiment marqué à Émile Cole. L'un, c'était Pascal Jacquet, un professeur de sculpture, qui est un sculpteur qui officie dans le théâtre, par des décors dans le théâtre. Il m'a marqué parce que il était passionnant, il savait nous scotcher pendant 8 heures et c'était assez compliqué de rester devant son chevalet ses lettres pendant 8 heures. Et lui, il avait une capacité ouais, il était captivant ce mec. Il faisait plein de croquis sur les murs pour nous expliquer un super souvenir. Et la deuxième personne, c'est Michel Lauricella, qui est un professeur d'anatomie et qui lui aussi était extraordinaire, capable de nous faire des écorchés grandeur nature sur un tableau noir à la craie. Une incroyable, incroyable coup de crayon, super fascinant, presque médical dans son approche. Et donc ça a été des grands souvenirs à Émile Cole et l'importance d'avoir de très bons profs. Et c'est grâce à ces gens-là, je pense que j'ai développé des fascinations pour l'anatomie, des choses comme ça, que j'ai pu par la suite essayer et arriver à dessiner des personnages cohérents. Voilà. Très bonne école. Je continue un petit peu avec quelques photos, mais voilà à quoi ça ressemble l'ambiance d'une école de dessin. Voilà, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quelques écoles. Il y avait Émile Cole, il y avait les Gobelins, les Supafocom. Voilà, j'ai eu la chance de faire l'une d'entre elles qui est les meilleures formations. Je pense, donc voilà, à la sortie de l'école, moi j'ai orienté mon diplôme vers la bande dessinée. J'étais fasciné par ça. Je voulais absolument faire de la bande dessinée. Puis j'étais vite un peu. Je me suis dit, voilà, ça va être compliqué. J'avais l'impression que pour faire de la bande dessinée et savoir captiver un public tout de suite, qu'il fallait avoir beaucoup d'expérience. Moi, j'avais un dessin qui était un peu fébrile. J'étais un peu dans un style un peu hyper réaliste, mais j'y arrivais pas, je ne sais pas trop. Donc, bon, j'ai un peu compris que ça allait être compliqué la bande dessinée. Et puis, à côté de ça, j'avais, comme tous les adultes, enfin, les jeunes de mon âge, jouaient un peu aux jeux vidéo. Et c'est au détour je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, c'est dans un magazine de jeux vidéo que j'ai vu une illustration, ils appelaient ça un artwork. Et ça m'avait marqué, et du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai appris qu'il existait une métier de cette partie. Et donc, j'ai découvert qu'on pouvait, exercer on pouvait faire du dessin, des illustrations dans le secteur du jeu vidéo. Je me suis dit, allez, je me lance, ça va me plaire. Là, j'ai eu pendant 6 mois, j'ai envoyé des CV en peu droite à gauche. Et une des boîtes qui m'a répondu, c'est Quantic Dream. Donc, voilà, j'ai attaqué officiellement le concept art en 2006 chez Quantic Dream, une boîte parisienne de développement de jeux vidéo qui notamment fait Fahrenheit, Heavy Rain, le jeu sur lequel j'ai bossé. Plus récemment, Détroit, voilà, vous verrez sur internet. Mais Quantic Dream, c'était un super souvenir. Donc j'arrive en tant que junior dans cette boîte et c'était très bon souvenir, de cette prod. Je suis tombé sur des directeurs artistiques et des leads qui m'ont fait confiance tout de suite, malgré le fait que je sois junior. Donc ils ont à peu près décelé chez moi qu'il y avait un petit potentiel de dessinateur et tout ça. Donc ils s'en sont servis très bien sur la production et ils m'ont mis à faire des personnages.
Donc, et je vais vous montrer ce que je faisais. Alors, ça, c'est la jaquette du jeu pour ceux qui s'en rappellent. C'est Heavy Rain sur Palette. Tu pourrais zoomer un Je petit parle de peu ça, plus, Morgane, si tu m'entends? Ouais, Ouais, super, ouais, ouais, ouais. génial. Merci. Voilà. Ouais, tu viens de me le dire, je me rappelle, parce que c'est souvent pas très zoomé. Donc voilà, c'était un jeu sur PS3. C'est une prod qui a duré 3 ans. Moi, en tout cas, je suis resté 2 ans et demi chez Quantic et j'ai fait principalement du personnage. Donc, je vais vous montrer le petit croquis. Donc, c'est les premiers coups de crayon là-bas. Donc, là, j'utilisais vraiment tout le savoir, entre guillemets, que j'ai eu à Emile Cole. Et voilà, je balançais du dessin tous les jours. Euh, Mon rôle, c'était character designer, donc presque costumier d'ailleurs. Donc, je faisais beaucoup de planches de costumes. Ça, c'est l'exemple d'une planche un peu plus technique. On voit même des patrons de fringues à gauche. Et voilà, on me demandait souvent de dessiner un personnage de face, de dos. Je continuais aussi avec des petites scènes. J'essayais de sketcher, de croquer rapidement des petites scènes qui donnent vie un peu plus au personnage. Donc ça, c'était des choses vachement bien. Ça plaisait beaucoup à l'époque parce que c'était assez vivant. Et, voilà, même si c'était pas du tout les détails qu'on me demandait à ce moment-là, c'était assez intéressant pour la prod de voir ce genre de dessin parce que ça met en scène des choses assez rapides. Donc j'ai fait voilà, plein de persos. Donc à gauche, vous avez le crayonné que je faisais à l'époque sur des feuilles de papier, comme, de manière très classique, que je scannais après. Ensuite, j'avais incorporé de la couleur sur Photoshop. Photoshop, je vous en parlerai, c'est le logiciel qu'on utilise. Ça permet de mettre de la couleur assez rapidement, mettre des textures et tout ça. Ça, c'est un petit pêle-mêle de tous les personnages que j'ai fait dans le jeu. Donc, il y en a pas mal, il y en a plein d'autres. Et voilà, ça donne une idée de la quantité de personnages qu'il y avait à produire. Puis là, j'ai d'autres exemples. Je vais les ouvrir un petit peu. Donc voilà, ça c'était mon expérience chez Quantic. J'ai fait aussi des trucs intéressants. Ils me permettaient d'être assez libre aussi et me proposer des choses. Pour un junior, c'est assez rare, de me proposer de m'exercer sur d'autres choses, comme du storyboard par exemple. Ça c'était cool aussi parce que ça permettait de m'exercer sur des dessins graphiques. Et voilà, ça c'est des petites planches de storyboard très très vite fait, mais ça donne vraiment les premières impressions. Euh, voilà, c'est intéressant, et naturellement pour scène tout ça. Donc on me faisait faire un peu storyboard. Une fois aussi, on m'a dit voilà, on aime bien le style de Frank Miller, donc Frank Miller Sin City et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous faire des images à la Frank Miller? Donc là, un gros challenge pour moi. Donc j'ai essayé de coller au style de Frank Miller et ça montre aussi c'est un exemple qui montre que dans le métier du concept art, il faut aussi savoir s'adapter à la demande. Et voilà, j'en ai sué pour essayer de sortir ça parce que sur la silhouette, le noir et blanc, c'était compliqué. Mais j'étais assez fier d'avoir pu sortir ces images et ça a bien plu à l'époque. Donc objectif. Mais c'est ce genre de choses qu'on peut demander aussi à un concept artiste, c'est de pouvoir peut naviguer sur différents styles aussi, même si on prend généralement sur une prod d'un concept artiste pour son style. Alors, est-ce que c'est hyper réaliste, est-ce que c'est cartoon, tout ça. Et de temps en temps, on peut le faire un peu aller à droite à gauche et lui demander d'autres choses. On fera avec plaisir. Et ça, c'est un autre exemple. Je vais refaire une dernière image. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et enfin, je vais m'arrêter sur cette dernière image qui est l'un des premiers mood concept art. On va dire, alors mood, ça veut dire ambiance, un peu en anglais. Je vais peut-être dire beaucoup ce mot parce qu'en fait, moi, je suis un mood artiste. Voilà, je me considère comme un mood artiste. Euh, et ça, c'est l'un des premiers moods que j'ai fait dans ma carrière, on va dire. Et tout de suite, je me suis dit, ok, c'est ça qui me plaît le plus. Perso un peu moins, j'aime peindre des ambiances et essayer de faire ressentir une ambiance dans l'image. Donc j'ai compris à ce moment-là que c'était un peu plus vers ça que je voulais aller. Donc ça, c'était mon passage chez Quantic, c'était en 2006. Et ensuite, de Quantic, j'ai été appelé par une compagnie à Londres. Londres qui est la capitale des effets spéciaux dans le cinéma en Europe. Et donc j'ai été appelé dans cette boîte qui s'appelait The Moving Picture Company, donc MPC. Et là, j'ai pu exercer mes compétences de concept artiste sur des films. J'ai changé de secteur. Je me suis rendu dans le cinéma. Et, donc là, le principe était de développer visuellement des effets spéciaux. Donc
Par exemple, il y a une explosion à un moment dans un film, on va designer quel type d'explosion, comment, quelle couleur ça va faire réagir sur quel matériau, quoi. Voilà, donc c'est beaucoup d'itérations, c'est beaucoup de fois refaire les mêmes dessins. Et pour moi, hop, tout de suite, les contraintes sont arrivées c'était c'était assez peu créatif, beaucoup moins créatif selon moi que ce qui se passe dans le jeu vidéo dans une 3D. Donc je me suis vite perdu un petit peu là-dedans. J'ai quand même passé des super moments sur des super prods. Je vais montrer par exemple, c'est des vieux dessins déjà, ça date de 2009, je crois. Ça, c'est par exemple sur le film G.I. Joe. Ouais, G.I. Joe. Et donc il fallait dessiner une base sous-marine. Et notamment, ça, c'était un des shots sur lequel on travaillait. Euh, et puis, c'était une scène de bataille sous-marine. Et il y avait une scène de destruction de base sous-marine. J'ai un petit lien pour vous montrer. Retenez bien cette image, d'ailleurs. Puisque avec ce lien-là, c'est comme ça. J'espère que vous allez voir. Mais donc on avait à designer cette cité sous-marine. Et vous allez reconnaître le plan qui est dans le film au final. Voilà. Le plan il est là, donc c'était super rewardant. Enfin, j'avais une grande fierté d'avoir fait ça, puisque on voit ça sur le grand écran. On se dit, ah ouais, le dessin qu'on a fait, il se retrouve dans le film, donc ça c'est super gratifiant pour un illustrateur. C'est super gratifiant parce que généralement le métier de concept artist, c'est un métier un peu dans l'ombre. Les concepts qu'on fait, les artworks qu'on fait, ils restent dans les studios et ils sont assez peu montrés. Ça dépend lesquels, mais ils sont assez peu montrés. Et au final, quand on voit son travail qui est projeté à l'écran, alors bien sûr, mieux fait, c'est bien, mais quand on avait eu l'idée de ça à la base, c'est quand même super de voir ça. J'ai un deuxième petit exemple, il n'y aura pas de vidéo cette fois, mais c'est sur Prince of Persia à l'époque, où on me demandait de peindre, de la journée, donc sur une cité qui s'appelait Alamo, et voir comment la lumière réagit en fait, sur cette cité. C'est des petites explorations, mais c'est assez important de faire ça pour comprendre un peu comment les choses réagissent, comment les rebonds de lumière sur les matériaux, sur la ville, sur la cité. C'est assez intéressant. D'autres itérations qui, elles, étaient sur les ciels. Donc voilà. Euh, je reviens à dire que c'est un boulot qui est assez technique pour moi. Et vous voyez, on passait des journées sur les mêmes images. Et il y avait un petit côté un peu lassant qui a fait qu'au final, j'ai quitté un peu ce milieu. Euh, un dernier exemple, c'est typique. On me donnait une plate, c'est un shot du film qui était tourné. On me disait, bah voilà, il faudrait peindre sur la colline là. Il faudrait peindre plein de petites lumières. On prend nos petits pinceaux et puis une par une les petites lumières. Donc, voilà. Au final, ça permet au réalisateur de voir ce que ça pourrait donner à l'écran. C'est intéressant. En termes de créativité, on n'est pas dans le. Mais c'est quand même intéressant à faire pour avoir le côté assez réaliste. C'est intéressant. Un dernier exemple sur le film Wolfman. Là, par exemple, on me donne une base qui est faite en 3D. C'est pas moi qui modélisais ça, mais on me donne ça et on me dit voilà, il faut mettre l'ambiance là. À quoi ça ressemblera dans le film. Et après, donc, moi, je m'occupe de peindre l'image avec Photoshop et d'ajouter des lumières. C'est un exemple concret de ce qu'on nous demande dans le à la suite de ça, j'ai décidé de quitter cette industrie qui, pour moi, voilà, c'était un peu moins créatif pour moi. Et c'est le moment où j'ai attaqué la grande ère Ubisoft, on va dire. Ça fait 10 ans, 11 ans que je suis chez lui. Et là, je suis descendu de Londres pour me retrouver à Montpellier et rejoindre l'équipe de Beyond Good and Evil qui faisait repartir la suite de ce projet qui date de 4 ans. Donc, je suis descendu de Londres, rejoindre ce studio. J'ai commencé à faire des croquis de décors, surtout je faisais beaucoup de décors, des scènes de rue. Plein de petits croquis, on s'est vraiment éclaté. Puis le projet s'est arrêté, il reprendra plus tard.
actuellement, je suis toujours sur ce projet, mais beaucoup d'années après. Attendez, je ferme. Ensuite, petit projet. Alors là, je vais vous montrer des images rapidos. Je vais aller un peu plus vite parce que je vois que le temps passe et j'ai pas mal d'autres trucs à vous montrer. Donc chez Ubi, ce qui est super, c'est que comme c'est une grosse boîte avec plein de projets, et on a la chance en tant qu'illustrateur de pouvoir faire plein de trucs différents. Donc plein d'univers différents. Naturellement, Ubi, qui est créateur de Rayman par exemple, euh, euh, on ne va pas m'envoyer sur un Rayman, puisque voyant mon portfolio, on voit bien que je fais des trucs un peu plus réalistes. J'ai pas de dessin cartoon. Donc, voilà. Les gens qui me recrutent sont des gens pour comprendre que on ne va pas vous envoyer sur un truc cartoon quand vous faites du réalisme. Donc j'ai jamais bossé sur des Rayman, sur de la pochette, hein, parce que c'est pas dans mon univers, on va dire. Mais voilà, donc tout ce que je vais montrer, c'est des projets assez réalistes. Et voilà, c'est plutôt mon style, entre guillemets, on va dire, si vraiment j'ai un style. Je ne crois pas que j'ai un style, mais maintenant, donc j'ai fait d'autres projets, je vais aller assez rapidement, notamment Zombie U par exemple, qui est un très bon souvenir de projets assez marrants, qui naturellement sont dépeignés par plein de zombies et tout ça, donc ça c'était vraiment cool, avec des images, excusez-moi pour le côté gore, un peu d'images, voilà. Il y avait bien peindre à l'époque ces images, donc voilà, c'était des personnages, des zombies, on allait s'enlever sur les zombies. Et c'est sur des décors aussi, là on me donnait une base en 3D, et il fallait que je repeigne dessus. Et puis des choses un peu plus en mood, voilà, des choses intéressantes par style d'image. Ensuite, on en vient à un jeu Ghost Recon, sur lequel on s'est bien éclaté aussi, un jeu militaire, donc voilà, une complète autre ambiance. Là, l'intérêt, c'est d'essayer de rendre militaire assez badass. Et grâce à ces visuels, on essaie de donner cette image côté un peu badass. Je dévale des pentes avec mes guns. Donc c'était cool, quoi. Vraiment une super période aussi. Je me suis bien éclaté à faire ça. Et ensuite arrive le projet Assassin sur lequel je me suis bien éclaté avec la créative direction, c'est un monsieur qui s'appelle Florence Sac et en directeur artistique un monsieur qui s'appelle Hubert Chevillard, avec lequel c'est lui qui s'est occupé de m'orienter sur certaines pistes sur ce projet. C'était encore une super expérience. Notamment sur les premières semaines du projet, donc la phase de pré-prod, la phase de recherche, où on m'avait dit clairement, voilà, tu as 2 mois, tu es libre. Donc là, on travaillait sur un DLC, donc une extension du jeu principal. C'était notre mandat à Montpellier. Et là, on m'avait dit, t'es libre pendant 2 mois, qu'est-ce que c'est l'univers de Jack Léventreur, donc Londres, à la fin du 19e. Qu'est-ce que c'est essayer de nous prendre des trucs qui nous des endroits. Là, c'était l'éclat total, vraiment. Je pense que peut-être ça se ressent un peu plus dans les images quand l'artiste prend de plaisir. Et voilà, moi, je m'amusais à essayer d'inviter le spectateur dans l'image en utilisant ces formes de cadrage, ces valeurs de plan. Et, voilà, je trouvais ça hyper cool. Là, j'avais utilisé un peu l'imagerie de Batman, de Gotham, pour imaginer un Jack Léventreur qui, qui regarde la ville de haut comme ça avec la lumière qui émerge du sol et des rues de la ville. Donc, voilà. D'autres images qui dépeignent un peu l'intérieur des endroits. Ça, c'était super cool. Il y avait un petit côté historique un petit peu, donc c'était sympa. On m'avait demandé aussi de faire pas mal de personnages. Pour cet exemple de personnage féminin, je vais essayer d'aller parler de manière dont les images, et je crois que c'est déjà là, c'est des sketchs qui montrent la manière dont le personnage va se comporter dans le monde. Donc, un personnage assez aérien, on met tout ça assassin, c'est un peu pour jeu de parcours en fait, tout ça, donc assez aérien, comment les vêtements vont réagir, sauter avec quelques petites recherches. Ça est fait assez rapidement pour donner une attention première au personnage. Ensuite, j'allais un peu plus dans les détails et notamment je proposais des versions habillées du personnage un peu au sein d'un décor pour bien comprendre sa silhouette, son,
ses vêtements et les intentions colorées. Et ensuite, rapidement, on fait ce genre de planches qui sont hyper importantes et qui donnent toutes les intentions de matière, de comment la lumière réagit sur un matériau, quels sont les plis, les informations sur les textures. Ça, ces planches-là sont hyper importantes parce qu'ensuite, elles vont être passées à la personne qui va s'occuper de modéliser le personnage en 3D. Et après, elle va être intégrée. Donc, je pourrais passer, je pense que artistiquement, je vais avoir les capacités de pouvoir peindre les détails de manière très. Mais dans le monde du jeu vidéo, on a besoin d'aller vite, comme partout. Et en fait, on se sert de photos, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on fait le dessin. Ensuite, on s'aide de références photographiques pour orienter un peu plus encore le modeleur de personnage, pour qu'il soit pas, pour qu'il vienne pas tout le temps nous demander alors c'est quoi cette texture, alors comment ça se passe. On essaie de l'abreuver de photoréférences. Comme ça, il a toutes les informations pour modéliser le personnage et le rendre le plus fidèle possible en s'attachant le plus possible à la réalité de ce qu'un vêtement prend comme lumière. Ça, c'est hyper important. J'ai l'autre exemple de Jack Léventreur. Pareil, un dessin de face, de dos, naturellement. Et la planche qui va servir au modèle, avec tous les détails de texture. Voilà, des planches très importantes. Un peu de liberté sur le projet, agrémenter et alimenter le personnage d'un petit dessin. Ça, j'avais pris la liberté de le faire de moi-même. Ça donne un peu plus de confiance au personnage. Voilà. Donc, c'est aussi le boulot du concept artiste d'étoffer un peu tout ça visuellement pour que le personnage prenne corps et consistance. Enfin, je vais finir sur le trailer. Je sais pas si je vais donc ça, c'est. Ouais, je vais peut-être laisser cette phrase. Je crois que c'est un peu écrit. Sarah, je sais pas de combien de temps je peux un peu dépasser. Si, vas-y, t'en fais pas. Pas de soucis. Ouais, ok. Alors, je vais vite faire ça. Encore sur un trailer. On parle beaucoup de trailer. Trailer, c'est les bandes annonces de jeux vidéo. Et on avait préparé un trailer en 360 degrés sur le Jack Léventreur. C'était super parce que j'ai fait quelques concepts qui ont inspiré le. Donc là aussi, le côté gratifiant de voir ces dessins qui sont transmis à l'image en annonce, que personne ne voit. Ça, c'est gratifiant de notre côté. C'est cool. Et ça permet d'aller vraiment de l'avant. Une première image d'un combat dans une espèce de labo secret. Et je vais lancer une vidéo qui est le trailer. Vous allez sûrement reconnaître. En vrai, ça j'ai abandonné. Alors, je vous proposerai de regarder la vidéo sur Internet. Alors, Je mettrai le lien, du coup. Ouais, tu mettras le lien, c'est plus simple. Et donc, c'est quelques images. Et vu dans bien. Et des décors aussi. Voilà, je vais passer un petit peu vite, désolé. Hop, j'enchaîne vite. Sur le projet sur lequel je travaille actuellement, qui s'appelle Beyond Good and Evil 2. Donc, c'est la suite d'un projet qui était il y a 8 jours, il y a 14 ans. 15 ans. Christophe Herral vous en a déjà parlé. Personne du BI, quelques personnes du BI sur le face avant. Voilà, grosse prod, gros jeu. Et donc là, c'est peut-être le moment de regarder le trailer, Sarah. Donc je te propose de lancer le trailer chez toi. Donc Beyond Good and Evil 2, deuxième trailer qu'on a fait, et je parlerai après des images que j'ai faites pour
Il paraît qu'il y avait pas le son. Attends, je fais un redémarrage avec le son parce que il paraît qu'il y avait pas le Ok. son. Attends. Sinon, peut-être qu'on mettra le Ah lien. non, c'est bon, normalement ça devrait être bon là. Attends, je recommence. Attention crew, all medics on duty. Cook, do you hear me? Roger, Uma. Half the crew is dead drunk in my sick bay after eating your miraculous space chili. Any thoughts? Well, I have no idea what you mean. Our food is healthy, invigorating. Captain to crew, dead monkey in the crow's nest. I repeat, monkey down. Else space chili strikes again. Copy that, Captain. Hey, Paige, bet we could use your space chili to overclock our engines. Negativo, mi amor. Only you can melt my circuits. Keep laughing, fools. The key ingredients to good cooking is love. What? Engineering to officers, we are dead in the water. I repeat. Main engines are cursed! Nox, come in. What have we got on the scanners? Jack shit. Nada. Hey, wait. I see something. 3 o'clock starboard. It's massive. Get back here, Shani. Pull off! Lock down the bake hull. Give me auxiliary engines. Deploy shields and bring up bow now! Brace yourselves! Gods protect us. Jade. Merci, Sarah. Je reshare mon screen du coup. Yes, tu peux, ouais. Allez. Bien. Donc voilà, vous avez vu le trailer de bande-annonce. Et là, sur ce trailer, c'était super de bosser là-dessus, parce que bien évidemment, il y avait l'aspect cinématique et l'aspect un peu film. C'était cool de bosser. En plus, j'ai bossé avec Hubert Chevillard, le DA, et naturellement, étroitement aussi avec Michel Ancel, qui est le creative directeur du projet. Donc là, je vais vous montrer rapidement.
Donc là, on s'est occupé de faire toutes les images préparatoires à ce film. Alors, vous allez reconnaître toutes les scènes en quelque sorte. Et elles ont été peintes avant, donc pour inspirer toutes les scènes du film. Donc c'est un super boulot parce que alors là, on voyait carrément tout le boulot à l'écran. D'habitude, c'était fait par une boîte qui s'appelle Unit, qui sont des spécialistes de trailers. Ça fait en 3D. Vraiment réussi à insuffler l'énergie sur ce projet et sur ce trailer-là. Ils ont été vachement fidèles avec ce qu'on a. Ça a été un super souvenir de prod. Je continue. Vous pourrez regarder ça. Ce que je montre depuis tout à l'heure, c'est des ArtStation. Peut-être que Sarah mettra les liens sur la description, qui permet de voir peut-être un peu calmement les images. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez voir toutes les recherches préparatoires à ce film. Donc il y a de toutes sortes, des images noir et blanc, des images plus en couleur pour intensifier certaines intentions. Voilà, tout est un peu sketché avant. C'est pour montrer aussi qu'on part pas de rien quand on fait un film naturellement. Alors là, on a éclipsé la phase storyboard, donc je sais pas si peut-être bien storyboard. On a tout de suite mis des images, et essayé de faire des images pour donner des ambiances. Et ça a porté ses fruits, puisque c'est bon. Donc moi, j'étais en charge là-dessus de peindre toutes ces images et donner vie à tout ça. Donc voilà, ça c'était la partie Ubisoft. Et maintenant, je vous propose assez rapidement, je vois que le temps passe encore un peu, mais voilà, je vais plutôt parler de technique en fait, et notamment insister sur comment on fait une image, comment on fait un concept, comment on fait une illustration, enfin comment je fais une illustration, parce qu'il y a des milliards de manières de faire une illustration. Et voilà, je vais parler d'abord de la sensibilité que j'ai à faire des images qui ont plus un côté un peu cinématographique. Ça, je pense que ça me vient peut-être de l'expérience chez Quantic Dream, qui était très. J'ai bossé sur le projet qui était un jeu vidéo qui était très orienté narration cinématographique. Car c'est un projet qui était drivé par Danny Cage, le directeur, qui a vraiment une fascination pour le cinéma. Et c'est une boîte qui avait en plus la chance en interne d'avoir un studio de motion capture. Donc, ce que c'est, je pense, c'est des personnages qui sont dans une maison à petit capteur et on enregistre avec plein de caméras les capteurs. Ensuite, transformer les animations et mettre les animations sur les personnages. Donc, il y avait tout un aspect cinématographique. Je pense que ça vient de là. Et aussi, notamment, une de mes grandes inspirations, c'est ce bouquin que je conseille vraiment à tout le monde. Ceux qui sont intéressés par la narration, la science du cadrage, la composition, les lignes de force, tout ce qui est relatif à la construction des images. C'est vraiment un super bouquin et c'est une bible pour moi. Frame Inc., fait par Marco Matones. Et c'est un truc que j'ai toujours sous le coude. Ça nous explique comment faire en sorte que l'œil se balade bien dans une image, sans problème, sans heurts, et que l'image soit compréhensible. Le cadrage, les formes, les masses, les lignes de force, c'est hyper important. L'image, quand on la produit, elle ne sort pas comme ça de notre tête. Elle est travaillée. Une image qui ne marche pas, ça se voit tout de suite. On a un œil qui bute un peu sur des choses dans un visuel. Et c'est assez contraignant à regarder. Et naturellement, un concept artiste, quand il fait une image, il faut que, à première vue, quand on pose les yeux sur l'image, il faut que ce soit agréable à regarder. Pas ce qui se passe. Voilà. Donc, tout ça sont faits grâce à des techniques d'illustration. C'est des choses qui, pour moi, les grands maîtres sont dans la bande dessinée. La bande dessinée, c'est vraiment un art narratif sommet. Et d'autres exemples d'importance dans la composition, on peut regarder sur cet exemple que les lignes de force nous amènent vers le personnage, non seulement les masses, plus les lignes qu'il y a sur les rochers, par exemple. Sur cet exemple, tout est fait pour qu'on lise naturellement l'image, et la petite rambarde qui est au fond. Tout ça sont des outils qui sont visuellement primordiaux pour faire comprendre bien une image. Que ça marche. Tout ça est utilisé bien sûr dans le cinéma, dans les réalisateurs qui ont cette notion de cadrage assez importante.
Une image, c'est pas trois coups de crayon posé sur un papier. On essaye de mettre les choses en place pour que ça soit lisible et que l'œil se balade de manière agréable, on va dire. C'est très important. Donc, ça peut passer par les formes, par les masses, par la couleur, par plein de trucs en fait. Et, donc c'est ça que, en tant que concept artiste, moi j'essaye de faire dans toutes mes images. J'ai un peu une relation spéciale avec la création d'images. Je trouve que je m'embarque à chaque fois dans un combat en fait. Pour moi, ça ressemble un peu à un combat. C'est quels sont les outils que je vais utiliser et comment je vais pouvoir m'en sortir pour arriver à donner l'intention dans mon visuel, faire comprendre aux autres ce qui se passe dedans, que ça soit naturellement joli. Et voilà, et tout ça est une grande bataille entre moi et l'image. Il y a beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs, ça c'est important. Mais c'est bien parce que ça forge l'artiste. Et c'est comme ça qu'on progresse. Moi j'ai fait X images qui ne marchent pas et qui sont tombées dans un répertoire poubelle. Mais c'est pas grave, il faut continuer, c'est un peu tout. Il faut continuer à avancer et essayer de trouver des solutions. Il y a un truc que j'utilise beaucoup dans le métier, c'est ce qu'on appelle l'accident heureux. Avec les logiciels qu'on utilise, Photoshop notamment, quand on incorpore des textures, tout ça, des fois il arrive qu'il se passe des accidents sur des endroits de l'image, mais c'est des choses qui sont heureuses, c'est-à-dire que ça va révéler des choses dans l'image, et en fait on peut s'en servir de ça. Et moi j'aime bien me laisser un petit peu aller dans une image, me laisser aller des fois je suis perdu, ça marche pas, je comprends pas. Et le fait de tomber sur une autre référence, de tomber sur un autre visuel qui va peut-être me sortir de cette période qui est un peu compliquée où j'arrive pas à me sortir de l'image, et hop, ça va me débloquer. En fait, pour moi, c'est un chemin, une image. Et il y a des fois où on prend des chemins à droite et à gauche, ça marche pas. C'est continuellement essayer de revenir en arrière, retrouver des choses qui marchent, revenir à des fondamentaux. Il m'arrive très souvent de passer du temps, quelques heures sur une image. En fait, de me dire, mais la première intention était la bonne. Ce que j'ai fait pendant 2-3 heures, j'arrête et je reviens au début. Et en fait, il y avait l'énergie au début, ce qu'il fallait. Et je vais essayer de refocuser sur cette. Et j'ai un bon exemple. Alors là, je vais vous montrer aussi une petite vidéo Donc, je me suis enregistré, je me suis prêté à l'exercice du digital painting. J'ai expliqué qu'on utilisait Photoshop parce que tous les illustrateurs utilisent Photoshop pour faire du. Et alors, au début, on met des crayons, puis on scanne. Après, on va sur Photoshop et on va mettre de la couleur. Sur Photoshop, Photoshop à la base était un logiciel de retouche photo que tous les illustrateurs ont pris et on a bifurqué un peu sur l'utilisation de ce logiciel qui permet de simuler le crayon et le coup de pinceau. C'est vraiment de la peinture digitale. Donc on utilise ce logiciel pour le faire. Et je vais vous montrer une petite vidéo qui va expliquer un peu comment on fait sur Photoshop. Là, j'ai pris un exemple, une photo pendant une super photo, j'adore. Les guerriers de l'Apocalypse. Cette photo. Et moi, je me suis prêté à l'exercice de refaire cette photo en la peignant de manière digitale. C'est une vidéo qui est en accéléré. Ça vous montre un peu le process de création. Donc voilà, on commence toujours une image. Enfin, moi, je pense qu'en général, on commence une image par le fond. Et c'est ce qui va donner la teinte générale. Assez rapidement, je me laisse aller dans des formes très grossières. Et qui nous aide bien, c'est de lisser les yeux et de regarder l'image, de se dire ok, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est plus intense. Là, notamment le panneau à gauche, il y a une forme qui m'a tiré l'œil, donc j'ai tout de suite mise dans l'image et le panneau stop de tout. Et au moins, ça me permet de localiser les choses. Là, je vais un peu plus vite je redessine au trait, par exemple, les personnages dans les chevaux et les CRS dessus. Bien évidemment, je ne vais pas chercher les couleurs dans l'image. J'utilise mes propres couleurs que je vais chercher sur un nuancier. Et j'essaye de monter l'image petit à petit. Le point principal dans cette image est l'endroit qui attire l'œil en premier, c'est là où il y a les forts contrastes. Donc c'est évidemment sur la visière du cheval. On pose les plus forts contrastes et il y a aussi entre les pattes du cheval, dans le contraste de feu derrière.
c'est des éléments qu'il ne va pas falloir rater dans l'image parce que c'est eux qui nous attirent le regard en premier. Et donc, c'est des choses où, ces endroits-là, on va faire les plus forts contrastes de l'image, donc une grande nuance entre son clair et net. Donc voilà, petit à petit, on va un peu plus dans les détails et il y a des choses qui restent très smooth, on va dire, très floues presque, et parce qu'il s'agit juste de suggérer c'est de la suggestion, en fait. C'est une sensation de couleur, des choses. Et il faut essayer constamment de maîtriser comment l'œil se balade là et l'intensité de ce que propose l'image. Donc voilà, il y a quelques petits ajustements à faire à droite. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez anarchique la manière dont je bosse. Je fais un peu des trucs à droite à gauche. J'ai pas une recette précise pour j'applique à toutes mes images. Alors, ok, je commence par ça, je fais ça. Non, là, c'est un peu comme je le sens. Pas la manière d'un peintre, mais un peu voilà, c'est un peu droite à gauche. J'essaye que tout ça, toute cette recette-là, au final, soit assez, ça se rejoigne et que tout ça aille dans la même direction. Je ne vais bien évidemment pas faire tous les détails de l'image. Je pense qu'on pourrait, mais ça voilà, c'est vraiment un exercice pour aller assez vite et trouver l'énergie rapidement dans l'image. Et voilà, tout se passe à base de sélection qu'on remplit, de peinture directement avec des pinceaux sous Photoshop. De temps en temps, j'amène une texture, notamment les flammes, parce que ça permet d'avoir tout de suite l'explosion de couleurs dont j'ai besoin. Donc ça permet de voir comment l'image se monte. Correction de couleur aussi, des corrections de contraste. L'intérêt de Photoshop et de leur permis, c'est de pouvoir faire le fameux contrôle Z et pouvoir revenir en arrière. On a rien à voir avec la peinture. Et donc voilà, c'est super. On en arrive voilà, à la fin et on n'est pas loin de la fin de l'image. C'est un petit détail supplémentaire, mais j'ai l'impression que l'énergie de base est là et donc on a réussi à retrouver l'identité de la fin. Voilà comment on utilise, comment moi j'utilise Photoshop pour obtenir. Et voilà, je la laisse. Donc ça donc vous voyez que sur les côtés de l'image notamment c'est assez flou, mais on a réussi à trouver la nervosité dans le premier plan qui fait que l'image. Ça c'est un premier exemple d'une technique. Et après je vais vous montrer un deuxième petit exemple. 19h26. Pardon. J'espère que vous n'êtes pas trop gavé. Un peu beaucoup d'infos. Et là, je vais vous montrer sous Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel qui marche par calque, en fait. C'est comme si on avait une feuille blanche et on met des couches, des couches, des couches, des couches sur des couches. Au final, ça fait l'image. Donc, on part toujours sur un fond, naturellement. Et je vais monter petit à petit. Donc je vais révéler toutes ces couches petit à petit. Et vous allez voir comment l'image est construite jusqu'à arriver à la fin. L'image. Une espèce de time-lapse de l'image. Voilà, on s'autorise à prendre des photos. J'ai le temps de parler du photobashing, mais c'est la technique que j'utilise, c'est-à-dire s'autoriser à prendre des bouts de photos qui nous intéressent pour aller tout de suite à un résultat photoréaliste. Voilà, c'est une technique qui s'appelle le photobashing, c'est très très répandu, faire des choses très rapidement et arriver rapidement à un souci de réalisme qu'on nous demande dans les products. Donc voilà, le photobashing, je pense que je pourrais passer des heures à construire ce bâtiment, à le peindre et tout. Et en fait, je passerai 5 heures. Alors que je vais peut-être mettre 2 heures à faire l'image en entier. Et puis, je pourrais faire autre chose. Toujours un gain de temps. Donc, je vais monter petit à petit les calques, en fait. Et on va se rendre compte de la démarche très anarchique, très chaotique. Et au moins, ça nous donne une idée de comment moi je travaille. Donc, je monte petit à petit. Voilà, j'ai des premiers plans qui arrivent. Vous voyez bien. Donc on teste, on essaye des trucs.
j'essaie de bouger des choses à droite à gauche pour que ça se passe bien, que l'œil se balade bien dans l'image. Voilà, j'ai rajouté ce détail-là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas une petite flaque au fond de l'écran, ça pourra permettre de faire une belle tache de contraste et attirer l'œil. Donc je continue. Là. C'est bon. Là, j'avais l'impression qu'on était un peu trop près du manoir. Donc j'ai décidé de dézoomer un petit peu dans l'image. À partir de ce moment-là, dans l'image, j'ai compris que j'étais au bon endroit sur la distance de la caméra par rapport au sujet. Et donc ce cadrage ne va plus bouger jusqu'à la fin de l'image. Et naturellement, il fallait donner un peu de texte à tout ça, donc je l'ai incorporé dans une petite, avec des arbres. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah bah tiens, je commence à sentir que l'image, elle commence à avoir en quelque sorte du potentiel, on va dire. Elle est très ambiance, il y a ce fog qui passe. Ça commence à plutôt bien marcher. Et quand je sens que j'ai ça en main et que l'image, elle a du potentiel, entre guillemets, on va dire, eh bien, en fait, la phase, c'est une phase de détail. C'est comment, par quel outil, quel petit détail, je vais pouvoir donner vie à cette image. Notamment, un des trucs, c'est de mettre en scène un personnage qui va nous inviter, nous, spectateurs, à rentrer avec lui dans ce toujours un peu de storytelling dans les images. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une première partie. Ensuite, il y a la deuxième partie. Pareil, je vais remonter les layers un par un. Pardon. Et voilà. C'est comme une recette de cuisine, quoi, en fait. Hein. On incorpore les ingrédients, on change les couleurs, jusqu'à ce qu'à un moment, on se dise, ah ouais, ok, là, il y a des trucs intéressants. Voilà, je trouvais qu'il manquait beaucoup de silhouettes sur la partie haute de l'image. Et on s'autorise de l'Élysée. Enfin, l'architecture. Même si c'est pas historiquement très fidèle, on s'en fiche un peu. L'important dans ce genre de visuel, hein, je parle dans ce genre de visuel, mais pas dans les visuels, ce genre de visuel très mou, c'est de donner la sensation qu'on est dans un endroit, s'approcher d'un manoir, c'est un peu glauque, les lueurs dans les fenêtres, c'est ça qu'on veut. Donc voilà, petit à petit l'image, je mets un petit peu de. Voilà. Qu'est-ce qui va me donner que l'image va être encore un peu plus froide? C'est de la neige, je mets un peu de neige à droite à gauche. Et voilà, ça reste que de l'esthétique et comment on peut agrémenter encore un peu plus cette image, qu'elle soit agréable à regarder. Bon, on arrive au dernier layer, qui est le layer de neige qu'on met. Voilà. On aura l'image finale. Donc voilà, job atteint, on va dire. On a du storytelling, on a du mood, et puis voilà, ça fonctionne. Donc ça, c'était pour parler plutôt du côté technique. Déjà une heure. Ce que je peux dire de plus, j'ai eu la chance, depuis que je travaille dans le milieu, ça fait 15 ans, j'ai eu la chance de voir, techniquement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Comme je vous ai dit, au début, j'ai commencé par faire du dessin au crayon. C'était cool, mais ça demandait du temps de scanner, d'essayer de faire de la couleur sur Photoshop. Au fur et à mesure des années, avec la technique qui est arrivée, les nouveaux logiciels qui sont arrivés, tout ça est allé de plus en plus vite. L'arrivée du photomachine, donc, qui est une technique, donc, comme je vous ai dit, qui consiste à prendre des bouts de photos qui sont intéressants et à les incorporer dans l'image pour obtenir assez rapidement un cliquet sur l'image et une touche ultra réaliste. Donc ça a été un peu une révolution pour moi. Ça m'a permis de gagner beaucoup de temps dans mon travail. Moi qui suis de nature très impatient dans la vie, ça m'a permis d'obtenir en peut-être une demi-heure un rendu tout de suite qui peut me dire ah, ok, là je suis sur une piste intéressante. Donc ça, le photomachine pour moi, ça a été la révélation. Je pense que c'est ça qui m'a fait un peu grandir dans ma carrière de cette partie. Et qui permet de donner rapidement l'intention dans une image. Et après, de plus en plus, pour gagner encore plus de temps, je pense notamment à la partie décor. Il y a des outils 3D qui sont arrivés et moi qui étais un peu réfractaire à tout ça, j'ai dû m'y mettre et puis j'ai bien fait parce qu'au final, c'est un peu l'explosion en ce moment de temps. La 3D nous sert beaucoup aussi dans cette partie.
pour mettre en place des scènes et des perspectives de rues, de villes, de cités, tout ça. On mettrait des heures à faire en perspective à la main. Et heureusement que l'outil 3D est là pour nous faire gagner du temps, pour nous faire gagner beaucoup de temps, pour nous aller plus loin, pour générer des lumières, pour avoir déjà des intentions. En fait, c'est un peu se mâcher le travail. Alors, ça fait du temps quand même de faire ça. Tout ça sont des outils qui nous permettent d'arriver encore plus vite au résultat final qui est l'image, toujours l'image. Dans le métier du art, ça reste ça. Et on arrive de plus en plus vite au but, d'essayer de montrer des images et d'aller. Il y a même un outil que j'utilise depuis quelques mois maintenant, qui est la VR carrément. Alors là, c'est le casque VR que vous connaissez. Là maintenant, moi qui n'ai pas beaucoup de talent dans la modélisation 3D, puisque c'est assez compliqué, la modélisation polygoniale, c'est très très compliqué, pour un artiste. Et ben, ils ont créé un outil qui est le casque VR et qui permet très rapidement et très intuitivement, la manière d'un sculpteur en fait, de monter des choses dans un univers virtuel, naturellement. Mais tout ça, on peut s'en servir et le mettre après dans des logiciels de 3D. Et donc voilà, encore des outils de nos jours qui font qu'on arrive à réaliser des images en de moins en moins de temps. Et ça, dans la période dans laquelle on est, c'est hyper important, notamment dans le milieu. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour sur la technique, sur je ne sais plus trop quoi dire. Sarah vient. Il y a plein de questions. Alors, en fait, 19h34, je suis emballé. Voilà. Tu me croyais pas, mais voilà. Voilà le résultat. Tu vois, je te l'avais dit. Moi, j'ai oublié un truc, j'avais préparé plein d'autres trucs, mais c'est pas grave. Non, mais t'en fais pas. Déjà, c'est frustrant de t'arrêter, donc je t'ai pas stoppé. Puis t'as des fans. Je suis passionné, non, ça se voit. De quoi? Non, je disais, ça doit se voir que je suis passionné par mon boulot. Ah bah bien sûr. Et puis du coup, on n'a pas envie de t'interrompre parce qu'en plus, c'est génial à regarder. Et puis, non, tu as ton groupe de fans, tu vas voir les commentaires. Alors, du coup, mauvaise nouvelle, je ne vais pas pouvoir faire toutes les questions, sinon on en a encore pour 1 heure. Ouais, ça marche. Donc, si tu veux aller voir les questions directement sur la vidéo, après, tu pourrais y répondre si tu veux. Mais j'ai essayé d'en regrouper quelques-unes et voilà, il y en aura quand même un petit paquet. Du coup, première question de Clément, qui donc est très en forme ce soir, donc il y en a 27 000 de Clément. Je te préviens. Clément. Voilà. Peux-tu tout dessiner? Y a-t-il des choses que tu ne peux ou ne sais pas faire? Et sa question en plus, c'est est-ce que tu dois être architecte pour dessiner des bâtiments, styliste pour dessiner des habits, expert en morphologie pour dessiner des corps humains? Ça me semble fou de pouvoir tout faire comme ça tout seul. Bonne question. Comme je le disais à un moment dans ma thèse, en fait pour moi le dessin c'est un travail de l'œil. Et à partir du moment où on arrive à bien observer, je pense qu'on arrive à bien dessiner. Et ça c'est un débat qui avait été initié dans une autre vidéo que j'ai vue. C'est est-ce que le dessin c'est un talent inné? Est-ce que ça se travaille? Moi je suis plutôt de l'avis du côté des gens qui disent que le dessin ça s'apprend. Et le côté talent j'y crois un peu moins. Et Émile Cole a été un bon exemple de comment on apprend à dessiner. J'ai vu à Émile Cole, j'ai été témoin de gens qui n'avaient pas de talent de dessin, qui sont devenus des très grands illustrateurs. Et, donc pour moi, ça relève de savoir observer les choses. J'ai envie de te dire que oui, je pense que je peux dessiner n'importe quoi à partir du moment où j'ai pris le temps de l'observer, de le regarder, de le comprendre en 3D, j'ai envie de dire. Voilà, en volume. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je peux le comprendre. Par exemple, si j'ai besoin de dessiner un animal, il va falloir que je m'intéresse à son anatomie. Ça, c'est primordial. On ne dessine pas un animal comme ça, juste en faisant son contour, tout ça. Il faut qu'on comprenne son anatomie. Donc avoir notamment des notions d'anatomie humaine, ça se ressemble. Mais il faut qu'on ait ces notions d'anatomie pour comprendre comment, quand je dessine un bras, quel muscle va s'activer, comment on va faire quelle rentrée de contour, en termes techniques, rentrée de contour, on va devoir dessiner pour suggérer le muscle. Donc voilà. En fait, à partir du moment où on a un œil aiguisé et on sait bien observer, on pourra dessiner les choses. Ça, j'en suis persuadé. La suite de la question, c'était est-ce qu'il faut être architecte pour dessiner des bâtiments? Ouais, c'était un peu tout. Est-ce qu'il faut être architecte pour dessiner des bâtiments, être styliste pour dessiner des vêtements? Enfin bref, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est en gros, il faut savoir tout faire parce qu'il y a vraiment plein de disciplines différentes dans ce que tu fais.
Bah ouais, mais comme je t'ai dit, hein, c'est un peu de l'observation pour moi. Je dis pas que je pourrais d'un coup enfin, être architecte et créer des bâtiments de ouf avec des formes de dingue. Mais et en ce qui concerne le dessin pur, ouais, je pense on peut tout savoir, tout dessiner en fait. Il suffit de bien observer. Donc, Autre question de Clément, du coup, est-ce que tu travailles sur absolument tous les aspects, non, mais les aspects de ton dessin, sachant que là, tu nous as montré toutes les étapes, donc on suppose que oui, mais est-ce que ça arrive qu'un artwork soit conçu par plusieurs personnes? conçu par plusieurs personnes. Alors ça m'est rarement arrivé, on va dire. Euh, non, ça m'est pas trop arrivé. Euh, non, j'ai plutôt l'impression que, bah non, non, je prends en charge du début à la fin une image, c'est ça la question, hein. Donc une image faite à plusieurs mains, j'imagine, c'est ça la question. Non, ça m'est pas trop arrivé. Je fais tout du début à la fin. Voilà, j'ai le coup de- Ok. Après, si je vais naturellement dire des choses pour, pour aller plus vite dans le processus de création d'une image, notamment, je pense à incorporer des personnages. On fait souvent appel sur la prod sur laquelle je suis, au Cara Modeler qui nous aide à nous donner des rendus des personnages qui sont en train de modéliser pour les incorporer dans l'image. Ça, pareil, dans un souci de gain de temps. Je vais demander à un mec, est-ce que tu n'aurais pas une vue de profil pour que je puisse peindre le gars un peu rapidement. Donc c'est du teamwork, hein. On se fait aider par plein de personnes. Je pense aux environnements aussi. On a besoin d'un petit rendu dans le moteur de l'architecture pour s'en servir dans l'image. Euh, oui, en quelque sorte, c'est un travail à plusieurs mains sur certains types d'images et tout ça, mais et la partie pré-prod et la partie recherche, non, c'est nous qui sommes au l'honneur de l'image et on les fait du début à la fin. Alors, question de Charles, cette fois, le deuxième grand questionneur. Est-ce que tu es heureux du résultat en mouvement et en jeu des visuels que tu avais élaborés en amont, en général? Alors ouais, franchement, ouais, il y a le côté gratifiant en fait d'avoir conçu et imaginé des idées, les mettre sur papier, et ensuite que ça soit intégré dans le jeu, c'est super agréable de pouvoir jouer ces décors, en fait, ces concepts. C'est super génial et avec les moyens technologiques actuels et tout, on arrive de plus en plus à faire des super jeux vraiment, vraiment super beaux. Donc de plus en plus, on est encore de plus en plus de fois plus content quand on voit que le travail est rendu à l'écran par le qui faut. Justement, il y a une question juste après de Charles qui va bien, qui fait bien la transition. Quand tu bosses sur un projet qui met longtemps à se développer et à voir le jour, est-ce qu'il y a le risque d'une lassitude de l'attente du résultat fini ou bien est-ce que tu es toujours aussi enthousiaste du début à la fin? Alors, non, bien sûr qu'il y a de lassitude. Bien sûr que, en fait, la vie d'un concept artiste sur une prod, c'est le grand mythe, hein. Moi, ça m'arrive constamment d'avoir des phases où j'ai la page blanche, où je suis vide à l'intérieur. Vraiment, il s'agit d'être créatif, donc être créatif tous les jours, c'est compliqué. Il s'agit aussi sur une prod, sur les grosses prods et sur lesquelles on va s'engager sur des années. C'est un peu un marathon, quoi. Il va falloir amener du peps et de l'énergie sur beaucoup de semaines, beaucoup de mois. Donc il faut arriver à naviguer avec ça et forcément il y a des moments où ça va aller moins bien, on va pas être créatif. Et la chance qu'on a dans ces métiers-là, c'est que généralement on travaille avec des gens qui sont très très compréhensifs, notamment les directeurs artistiques, notamment ceux avec qui j'ai pu travailler. Et eux ont un background naturellement d'artistes aussi. Et eux aussi se sont confrontés à des images et s'y confrontent toujours parce qu'ils sont auteurs de bandes dessinées, illustrateurs jeunesse ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est des gens qui ont la capacité de déceler chez un artiste quand il est en panne sur une image, quand il est en galère, tout ça. Et c'est un travail d'équipe qui, en parlant avec lui, on va nous orienter sur d'autres pistes. Et en fait, le talent d'un directeur artistique aussi, c'est pouvoir un peu te sortir de la mélasse dans laquelle tu es, dans ton image. Et il t'oriente vers autre chose, il te débloque sur des choses. C'est un ping-pong artistique qui est hyper intéressant dans une prod. Et c'est aussi un travail d'équipe permet d'arriver à une image et un résultat fini. Mais en tout cas, une lassitude, il y en a toujours. Euh, les studios comme Ubi, comme il y a plusieurs projets, on a aussi la chance de pouvoir s'aérer un peu l'esprit artistiquement et créativement en essayant d'aller sur d'autres projets aussi, qui permet une bouffée d'oxygène, hein. C'est un peu comme tous les artistes.
On a besoin de notre bouffée d'oxygène et un peu ça irait sur d'autres choses. Mais c'est vrai que la prod d'un jeu, c'est un travail de longue haleine. Ça dure des mois, voire des années en termes de conception visuelle. Et donc, ouais, il faut réussir à tenir le coup. Mais voilà, quand on voit que les visuels qu'on produit, ils motivent l'équipe, permettent à tous de se projeter sur le jeu, et ben en fait, c'est un effort commun et on arrive tous à avancer. C'est vrai que quand les prods sont très longs, assez essoufflant, mais bon, quand même. Justement, par rapport à ce genre de difficulté du métier, Clément demandait quelle est la plus grande difficulté de ton métier. Est-ce que c'est s'adapter à la variété des travaux demandés? Est-ce que c'est le timing qui peut être un peu serré? Ou est-ce que c'est, pardon Florence si tu m'entends, les DA relous? En fait, les DA, ils doivent être relous parce qu'en fait, le DA aussi, ça a pour but de te pousser dans tes retranchements. Parce que si un DA est toujours à te dire ah, non, mais c'est génial ce que tu fais, voilà, écoute, c'est top, j'ai rien à te dire et tout, bah, en fait, tu ne progresses pas. Quoi. Donc, un DA, ça a le devoir de te pousser un peu dans les trucs, de te faire un peu chier, de savoir comment, à quel moment il faut te relaxer sur une image qui va te détendre, qui va te faire de temps. Je pense que cette art, c'est beaucoup une histoire de confiance. La question c'était quoi, de sortir La plus grande difficulté de ton métier? Ah non, pas la plus grande difficulté. Moi, je trouve que pour moi, la plus grande difficulté, c'est d'être créatif tous les jours. Et naturellement, avec tous les aléas de la vie et tout à côté, c'est assez compliqué. Il faut avoir l'esprit quand même assez clean pour pouvoir se projeter dans une image pendant des heures. Et voilà, pour moi, la plus grande difficulté, c'est d'être créatif tous les jours, ça c'est sûr. Mais il y a plein d'outils, plein de petits tips qu'on se dit les uns les autres parce qu'on est en concept dans une équipe. Et c'est très facile d'aller se détendre, essouffler un peu avec les potes du boulot et puis ça repart sur un autre truc, une petite idée. On n'est pas, quand on est sur une image, obligé de rester sur cette image. On peut s'aérer sur une autre. Et voilà. En fait, de manière assez naturelle, on y arrive et ça se débloque. Donc, il y a un petit côté, c'est pas matériel en fait. Il y a un petit côté, c'est assez abstrait tout ça et c'est un peu une alchimie tout ça en fait, le concept art de l'illustration. Pour moi, dans ce que je pense. Et voilà. Des fois, ça se débloque, des fois, ça va pas, on passe à autre chose et on revient après. On laisse mûrir, on laisse poser une image. Et, voilà, j'utilise beaucoup ce terme-là. On laisse poser ça. Puis on la reprend plus tard et hop, des fois, avec un nouvel œil, un œil frais, on s'en sort. Les plus grandes difficultés, ouais, c'est d'être créatif tous les jours. Enfin, quand on a un truc créatif, c'est costaud, mais il y a plein de petits pour s'en sortir. Justement, la question de Tom après, c'est pas mal d'enchaîner là-dessus, les difficultés et donc la concurrence par exemple. Tom demande, la concurrence a l'air assez rude dans le milieu, est-ce que c'est vraiment difficile d'y faire sa place en sortant de l'école et même après? Alors, ouais, la concurrence, alors, moi je me dis, tous ceux qui sortent de l'école actuellement, là, ça doit être l'affaire. Parce que, ouais, en fait, le métier du concept artiste, il a explosé ces dernières années. Et, juste pour l'historique, moi quand j'ai attaqué Emile Cole et je suis sorti de le métier de concept artiste était peu connu, on va dire. Et il y avait une communauté, mais qui était pas très forte. Quoi. On diffusait pas beaucoup les images. Et tout ça. Et alors là, depuis, je dirais, 5 et 10 ans, il y a une explosion du secteur du concept art. Il y a même des écoles qui se sont créées spécialement pour apprendre le concept art. Je sais pas trop pourquoi, parce que je sais pas. Quelle raison c'est très tendance le concept art. Mais en effet, du coup, ça a généré cette espèce de compétition. Il y a une forte compétition, je suis d'accord avec ça. Et pour sortir du lot, c'est encore plus compliqué. Et voilà. Nous, ce qu'on observe actuellement dans le secteur, c'est qu'on a énormément de jeunes qui sortent des écoles, qui sont des monstres de technique. Plein de jeunes qui sortent des écoles sont 10 voire 20 fois meilleurs que moi en 3D, par exemple. Mais en fait, ils ont pour moi aussi des fois des grosses lacunes en dessin traditionnel académique. C'est des gens qui ont trop tendance à être envoyés sur les logiciels pour générer leurs images et qui en perdent un petit peu l'essence de l'illustration, l'essence du storytelling et des outils pour réaliser des bonnes images. Et du coup, ça se voit très vite dans les portfolios qu'on voit des illustrateurs. On sait très vite voir si une personne, elle est
est prisonnière de l'outil qu'elle utilise, ou alors elle est assez libre et elle propose des choses assez justes. Et voilà, donc je dirais que ouais, il y a une forte. C'est un secteur où il y a beaucoup de personnes et c'est assez dur de faire son. Encore plus aujourd'hui, c'est assez dur de sortir du. Il faut vraiment montrer encore plus des choses qui sortent. C'est compliqué. Par rapport justement au dessin académique, la question d'Alice après va bien. Quel est ton médium favori? Elle demande, Alice, que tu connais bien, n'est-ce pas? Notre fameuse Alice. Est-ce que tu préfères le traditionnel ou est-ce que tu préfères le digital comme médium et pourquoi? Alors naturellement, j'ai envie de dire le digital parce qu'en fait, le traditionnel, j'en fais plus depuis X années. Moi, j'adorais vachement la BD quand j'étais à l'école et tout ça. Donc, le dessin en trait, j'adorais ça à une époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le digital, ça a tellement pris le dessus dans ma vie. Et je pense que j'aurais énormément de difficultés à reprendre le crayon vraiment from scratch. Et me demander de faire une illustration noir et blanc au crayon aujourd'hui. Je pense que j'aurais pas mal de sueur. Et voilà, j'ai tellement orienté ma carrière entre guillemets vers le côté photomashing, conception d'images, d'ambiance et tout ça, qui sont des choses très difficiles à faire entrer. J'ai envie de dire, bah ouais, l'outil digital aujourd'hui, c'est un truc que je ne pourrais pas quitter. Comme ça. Alors j'enchaîne avec la question de Paca, parce que ça fait le lien. Alors sur quel projet de jeu vidéo de n'importe quelle boîte aurais-tu aimé bosser? Ou sur quel type d'univers encore inexploré t'aimerais bosser? De Last of Us, enfin, c'est impossible. Pourquoi ils m'ont pas pris chez Naughty Dog? Bon, non, mais ouais, Last of Us, chez Naughty Dog, par exemple, c'est un endroit, c'est des gens qui m'ont toujours fasciné, notamment le côté narratif, la production. Naughty Dog, c'est Uncharted, Last of Us. Voilà, enfin, c'est une tuerie, quoi. Donc, moi, j'aurais aimé travailler sur ces jeux-là. Petite anecdote, j'ai passé un entretien chez eux et ça n'a pas fait des années, mais ça n'a pas fait en désarroi, mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au test. Et ouais, Naughty Dog, par exemple, ouais, c'était un truc. Et puis, après, ouais, naturellement, il y a un truc sur lequel j'aurais aimé travailler, c'est plus précisément, on va dire, l'univers de Star Wars, notamment les films de Star Wars. J'ai pas eu l'occasion encore de mettre un pied là-dedans, de mettre un pied dans l'ouverture de la porte. Et je me désespère. Justement, encore, je fais des superbes transitions ce soir, je suis très fière de moi. Question de Clément, quel challenge te reste-t-il à relever en tant que concept artiste, justement? Est-ce que c'est bosser sur ces projets ou avec ces boîtes qui t'intéressent particulièrement ou est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Alors, ouais, comme je dis, c'est essayer de travailler sur des trucs qui m'ont toujours fait depuis que je suis gosse, donc des Star Wars et compagnie. Mais il y a un truc sur lequel mon carrière est en train de bifurquer, c'est la transmission. Alors, ça fait un peu le mec qui a pris quelques années dans le bordel là, mais j'ai mes 37 ans révolus et en fait, de par le boulot, je suis en train d'essayer de transiter vers l'aspect transmission de mon boulot, c'est-à-dire que je travaille avec pas mal de jeunes actuellement au boulot et j'essaie de voir si le fait d'accompagner des artistes, donc peut-être plus passer, je dirais pas la direction artistique, mais plutôt passer vers le lead, je trouve ça. Il y a un intérêt chez moi que je suis en train de développer, c'est accompagner les artistes qui sont juniors, de manière générale, quand je travaille avec eux. Et les accompagner dans les processus de création d'images et de voir qu'ils sont capables d'essayer de déceler chez quelqu'un quelles sont ses qualités et d'essayer pour qu'ils arrivent à réaliser leurs images le mieux possible. C'est un truc sur lequel je prends pas mal de plaisir et voilà, je pense que ma carrière est peut-être en train de bifurquer là-dessus un peu, donc prendre un peu plus de hauteur, mais dans le bon sens, c'est-à-dire essayer d'amener les jeunes que j'arrive à croiser au boulot dans des directions qui seront performants, qui seront contents de leurs images. Donc voilà, la transmission. Ça, c'est peut-être parce que parce que je viens d'avoir une fille et tout ça. Parce que je suis Du coup, tu commences par la transmission par webcam en direct pendant le confinement. C'est pas mal. Du coup, je passe à une autre question de Paca qui est quelle a été ta prod préférée jusque-là? Ma prod préférée, je crois que ça sera Zombie You.
Zombie You. Petite équipe de concept artistes, on n'était que 2 avec un certain Arnaud Comet. Super ambiance. Enfin, moi, j'ai ressenti une super ambiance. C'est peut-être pas l'idée de certains, mais super ambiance, super projet. Malheureusement, je crois qu'il a pas rencontré le succès. Il a été très bien accueilli par la critique. Succès, mais ouais, super projet, super créatif, super bien artiste. Voilà. Puis BGE, naturellement, actuellement, c'est un truc qui est tellement immense comme projet. L'univers est tellement intéressant. Ça match tellement avec des choses que j'ai envie d'illustrer que je pense que ça se voit que je prends plaisir sur ce projet actuellement. Et de fait, c'est aussi une de mes prods préférées. Clément demande, et je vais en poser encore 2 parce qu'il est quasiment 20h là. Clément. Et allez manger les gens, rentrez chez vous. Oui, il faut manger là. Clément demande, toujours Clément, arrive-t-il que tu n'arrives pas à trouver le style d'un jeu, son ambiance? Que tu cales un peu sur les demandes du DA par exemple? Alors, ouais, ça arrive. Je suis assez malin pour essayer d'orienter les gens vers ce que je veux. Non, non, ouais, ça m'est arrivé, ouais. Quand on a des projets qui nous amènent un peu plus vers le côté, je vais dire cartoon, mais je pense à Killer Freaks, un projet chez Ubi, et qui touchait un peu au cartoon, qui avait des textures assez réalistes, touchait dans des formes de cartoon. Là, j'ai su un peu ma goutte parce que ça sort de mon range d'activité. Donc ouais, il y a des moments où c'était assez compliqué, mais là aussi, j'étais avec un gars qui m'orientait et qui m'aidait vraiment dans mon boulot. On ne me laissait pas dans un coin à essayer de galérer sur les images. J'ai toujours un accompagnement visuel. Et ça s'est finalement bien passé. Mais ouais, il y a des fois où ouais, on coince un peu, mais heureusement, on est assez débloqué assez rapidement par les gens qui ont compris ça. Du coup, je vais terminer sur Comme je l'ai dit un peu plus tôt, chez Ubi notamment, les gens sont assez intelligents pour ne pas aller me mettre sur un lapin crétin, par exemple. Parce que si on me met sur un lapin crétin, je pense que c'est la fin de ma carrière. Je l'annonce officiellement. Bon bah du coup, dernière question de Clément, Charles, Alice, Paca, et puis moi aussi. Donc dernière question, Ouais. est-ce qu'on peut prendre une année sabbatique et s'installer dans ton bureau pour te regarder travailler? Et ben, ouais, il y a de la place, hein, bizarrement, ouais, j'ai envie de dire, ouais, allez, venez tous. C'était la question de Clément, mais je pense qu'il fallait la poser au nom de tout le monde. T'as gagné ton petit panel de fans. Merci beaucoup pour cette présentation, Morgane. C'était top. Bah, de rien, Plein de trucs. c'était trop long. Mais bon. Non, Je tiens à dire que c'était quand même une première pour moi. C'est pas un exercice que je fais souvent, on ne dessinait jamais d'ailleurs. Donc voilà, c'était une première pour moi. Donc merci de m'avoir été. Et j'espère que la prochaine fois, si j'en fais une autre, ce sera plus concis. Voilà. Non, ce sera plus long, je pense, parce qu'on aura encore plein de questions à te poser. Donc prépare-toi. Si on en fait une autre, c'est parti. Ça marche. Merci beaucoup, Morgane, et à très vite, du coup. Merci à vous, merci à toi, Sarah. Salut, bye. Ciao.